Alors j'ai envie de vous demander, mais quel est le prochain pas? Est-ce que on a des applications là, soit à portée de main, soit beaucoup plus spéculatives pour ce genre d'idée? Par exemple, quand on se dit qu'on peut écouter les émotions, on se demande si on peut faire, je vais dire une bêtise, un détecteur de mensonges super performant. Les détecteurs de mensonges n'étant pas des choses, ceux qui existent à l'heure actuelle, très, très efficaces et qui sont, je crois, à peu près abandonnés, peut-être que ce genre de choses va revenir. On se demande si on peut entièrement oublier toute intrusion matérielle dans le cerveau pour opérer dedans. Et on sait qu'il y a beaucoup besoin d'opérer dans le cerveau à certains moments et que c'est toujours difficile d'y faire entrer quelque chose. Et puis, je pense que vous aurez aussi des idées et peut-être des questions les uns envers les autres. Qu'est-ce qui s'y jette? Je sais pas. Régis? Oui, je peux rebondir effectivement, puisque aujourd'hui on est en train de sortir du strict domaine médical pour aller mesurer des émotions. Donc les émotions, c'est pas forcément médical. Tout le monde a des émotions, même quand on se porte bien. Et la question, pourquoi mesurer les émotions? Alors on sait le faire, mais on s'est posé la question pourquoi. Eh bien, une idée qui est venue, elle n'est pas venue de nous, mais elle est venue de quelqu'un qui est venu de l'extérieur, quelqu'un qui était dans le marketing, dans la communication. Et puis il s'est dit, votre idée c'est génial parce qu'on peut peut-être aider à mieux marketer un produit, par exemple, ce qu'on appelle un stimuli marketing. Je prends l'exemple de la musique. C'est le premier essai qu'on a fait. On vous fait écouter une musique et puis on voit l'émotion que procure la musique. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, on va sur différentes musiques, on va tester sur un panel de personnes, prendre 50 personnes ou 30 personnes, ça c'est largement suffisant. On va faire écouter la même musique à 30 personnes, on va mesurer de façon individuelle le niveau d'émotion que procure la musique. En fait, on va faire une moyenne sur les 30 personnes, on va dire, voilà, c'est ce morceau-là qui est plus sensible émotionnellement que tel autre. Et donc là, il y a possibilité, effectivement, d'utiliser ces brevets qui sont à l'origine des brevets médicaux dans l'exemple du marketing. Il peut y avoir aussi la possibilité pour une personne de réguler ses émotions. Oui, alors on a également une application qui permet de réguler les émotions négatives, c'est-à-dire le stress. Le stress est une émotion négative. Quelqu'un, par exemple, qui a une phobie des araignées, on va lui proposer des images d'araignées, on va mesurer son stress, et on va lui demander, par exemple, de respirer très profondément, très lentement. Pourquoi? Parce que le fait de respirer profondément et lentement, ça stimule notre fameux système nerveux autonome qui, lui, va se mettre au repos du coup. Donc ça va diminuer le niveau de stress, et donc, avec un apprentissage de quotidien, la personne va, à des moments, comprendre bien qu'il faut respirer pour se calmer, pour diminuer le stress. Une petite réaction, il y a beaucoup de choses à dire sur le tour de table. Déjà, une petite réaction sur les dessins qui ont été montrés à la fin. On est déjà très près de ça. En recherche, on est déjà là, sur ces points-là. Je mettrai deux exemples, je pense que tu en as d'autres. Les nanorobots qui sont vraiment au niveau de la particule et qui sont pilotés magnétiquement de l'extérieur. Là, on est au début de ça, mais les tailles sont nanométriques. Il y a un exemple que j'avais vu récemment que je trouvais assez intéressant dans une conférence de robotique médicale où en fait la salle d'opération est construite à l'intérieur du corps. Et donc les éléments sont évidemment tout petits. Ils sont ingérés, donc soit ingérés, soit passés par des trocars, donc des petits trous au niveau du ventre. Là. Et on va rentrer les instruments les uns après les autres, la caméra, les lumières, et on va se construire à l'intérieur du corps une petite salle d'op. Avec un petit chirurgien grand comme ça? Le petit chirurgien, il est à l'extérieur et lui il pilote. Et lui il conduit avec le microscope qui regarde, avec des outils, et derrière une console, et puis il pilote ce petit robot. Donc on est aussi, on appelle ça la cobotique, c'est-à-dire que c'est la robotique, mais pilotée par un opérateur. Alors, c'est la recherche, on ne sait pas encore, ça pose des problèmes, il faut évaluer la valeur ajoutée, est-ce que la technologie n'est pas trop chère
par rapport à la valeur ajoutée que ça donne pour le patient, mais on est très proche de cette science-fiction finalement que tu montres là. Pour rebondir sur ce que vient de dire Pierre, il y a énormément de projets en ce moment sur ces ingestions de robots en fait. Je vous invite à aller regarder sur internet PillCam et iPill, ce sont des petites capsules qu'on injecte, qu'on absorbe, et en fait PillCam c'est juste un système qui prend des photos en permanence lorsque cette petite pilule descend dans l'estomac et descend jusqu'au côlon. Et vous allez avoir comme ça, pour le médecin, la possibilité de voir l'ensemble du côlon sans avoir besoin d'une coloscopie. Ce sera l'avenir. Et donc les informations sont transmises en temps réel par la pilule jusqu'à un ordinateur un petit ordinateur qui est placé dans une ceinture chez le patient. Le patient sort de l'hôpital, il part se promener, il passe sa journée tranquillement. Et au bout de 24 heures, on a tout le parcours de la pilule dans l'estomac et vous avez ces images pour pouvoir analyser et vérifier s'il n'y a pas un problème. Donc ça c'est vrai que c'est lié déjà. Et sur le principe que vous avez montré tout à l'heure d'essayer de créer finalement ces médicaments à distance, c'est extrêmement visionnaire et on y arrive, on est en train d'y arriver. Dans notre équipe, on a créé des toutes petites vinaigrettes. Ce sont des vinaigrettes qui font à peu près 1 micron, des petites gouttes. Et dans ces vinaigrettes, on met un composé A. Et puis dans d'autres vinaigrettes, à côté, on met un composé B. Et A et B, ils sont complètement naturels, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas du tout toxiques. Et puis on met autour d'eux un liquide qu'on appelle le perfurocarbone liquide. Je suis sûr que ceux qui aiment la science-fiction en ont déjà entendu parler. Le perfurocarbone liquide, c'est dans le film Abyss. Vous savez, c'était ce film où les plongeurs plongeaient très profond et ils avaient du liquide dans les poumons. Et en fait, c'est ça, c'est le perfurocarbone liquide. Ce liquide, il vaporise à très faible pression. Ce qui fait que quand vous auriez un faisceau ultrasonore à distance dessus, avec un échographe par exemple, ou un système d'imagerie, et ben, vous allez transformer le liquide en gaz et ça va faire sortir le composé A, mais uniquement à l'endroit où vous envoyez l'onde ultrasonore. Et donc le composé A va sortir, le composé B va sortir uniquement dans la zone que vous avez ciblée, comme vous l'avez montré tout à l'heure avec les ondes magnétiques. Et là, A plus B vont réagir ensemble pour faire une réaction chimique pour donner C. Et par contre, C, lui, il est très toxique. Et donc il va attaquer par exemple une tumeur, mais uniquement dans la tumeur. Et c'est vraiment ce qu'on appelle le concept de chimie in situ. On fait de la chimie à distance dans le corps humain grâce à une onde ultrasonore. Et ça c'est intéressant parce que si A et B ensuite se décomposent tranquillement dans le corps à des vitesses différentes, et bien vous n'allez plus du tout avoir de toxicité des médicaments dans des zones où vous ne voulez pas les avoir. Et malheureusement aujourd'hui le problème de la chimiothérapie, de l'injection de médicaments, c'est que pour quelquefois traiter 1 cm3 du corps humain, on est obligé d'agresser l'ensemble du corps. Là on espère qu'à l'avenir, en mélangeant ondes et gouttes, on sera capable d'aller le faire de manière très localisée. On sait déjà le faire chez l'animal et on espère bientôt être capable d'aller le faire chez l'homme. Ça me fascine et me stimule et m'intéresse vivement de voir combien parfois la science-fiction dialogue avec la réalité. Et ça prend parfois des proportions, je veux dire, les innovations, quand on écrit de la science-fiction à court terme, on imagine ce qui pourrait arriver d'ici quelques années, on s'aperçoit qu'on est vite rattrapé par la réalité. Exemple, la présentation dont je vous ai extrait tout à l'heure quelques diapositives, j'ai dû la refaire parce que entre 6 mois que s'était écoulé de temps qu'il y avait eu entre 2 présentations, j'avais eu connaissance de nouvelles technologies. Par exemple, des imprimantes qui impriment des médicaments. Puisqu'on fait de l'impression 3D, maintenant on peut imaginer des imprimantes qui impriment directement des médicaments. J'avais dû l'inclure dans ma présentation. Mais juste une petite anecdote, on reste dans la pharmacie, on sort peut-être un petit peu de votre domaine pour montrer combien des fois quand on écrit un roman de science-fiction mais en s'informant très régulièrement de l'actualité pharmaceutique, comment les choses peuvent parfois évoluer tout à fait en parallèle. Lorsque j'ai écrit Métakine, le roman de science-fiction qui traite essentiellement d'un médicament, j'avais imaginé que ma molécule faisait l'objet de tests dans des laboratoires de l'entreprise qui commercialisait ce fameux médicament, l'entreprise Globantis Pharma. Et j'avais fait dire à un chercheur, un personnage de mon roman, qui raconte un peu
prouesses de ce médicament fantastique, il raconte à ses collègues, il dit, ben voilà, on a fait une expérience, on a rendu des souris artificiellement stressées, vous parliez du stress tout à l'heure, alors avec un procédé de knockout, c'est-à-dire qu'on a agi sur les gènes des souris pour les rendre particulièrement stressées, et on les a tellement bien stressées qu'on a supprimé chez elles le réflexe normal de fuite. Et ensuite, on leur a donné de la métakine. Et la métakine les a miraculeusement immédiatement déstressées, et puis elles ont retrouvé leur réflexe de fuite normal. Et ça, c'était en 2012, j'étais encore en train d'écrire le roman. Le roman terminé, je l'envoie chez l'éditeur, c'était en 2015. Je parcours la littérature scientifique, comme ça, par curiosité. Je tombe sur une étude américaine qui fait un essai sur la kétamine. Dans métakine, c'est quasiment l'anagramme de kétamine, une autre molécule très intéressante dont je pourrais vous parler aussi, mais ce n'est pas le propos. Retenez kétamine. Il y a une équipe américaine, en 2015, qui a stressé artificiellement des souris, qui les a rendues artificiellement stressées, qui a supprimé chez elles le réflexe de fuite, qui leur a donné de la kétamine, et les souris, miraculeusement, sont devenues totalement déstressées et ont retrouvé leur bon réflexe de fuite devant le danger. Donc à quelques années d'intervalle, j'avais imaginé les résultats d'une étude qui est sortie 2 ans après. C'est vraiment aussi ce sentiment qu'on a parfois en science-fiction, de vraiment marcher avec la science et l'évolution et les progrès en cours. Et c'est tout à fait fascinant. Vous parliez tout à l'heure de miniaturisation ou de réduction de taille de lecteurs cérébraux, de scanners cérébraux. Eh bien, si vous passez dans l'exposition consacrée à métakine, là juste à côté, eh bien vous verrez, j'ai toutes sortes de propositions de design de calottes cérébrales qui lisent directement les instructions dans le cerveau, ce qui n'a plus besoin de souris, plus besoin de clavier, plus besoin de joystick, puisqu'on lit l'intention directement dans le cerveau, juste avec un petit casque, un petit ruban autour de la tête, qui détecte justement toute l'activité cérébrale et qui traduit immédiatement l'information sous forme de mouvement, sous forme d'instruction à donner à la machine.